Puisque je ne peux pas sauver la forêt amazonienne, ça commence avec la tentation de sauver une autre partie de la vie, plus intérieure. Puisque je ne peux pas dans l'immédiat être maraîchère, ça commence avec l'envie d'écrire un livre de fragments sur la couleur verte. Je veux décrire comme cette couleur, le vert, qui est celle du renouveau, m'a fait cheminer de robe en robe, d'homme en homme et de livre en livre. Je veux que chaque paragraphe soit un petit buisson qui parle et fructifie. Je veux que rien n'y soit enfermé. Je veux y trouver refuge comme dans une cabane avec mes enfants et tenter d'y transformer les mots en ailes de libellules, tantôt vertes, tantôt farouches. La couleur verte a apaisé mes colères et accru mes audaces. C'est dans des robes vertes que j'ai aimé séduire les hommes. C'est en traversant un jardin public luxuriant rue des Thermopyles à Paris que j'ai trouvé la force de quitter mon travail salarié. C'est aussi cette nuance qui m'obsède quand je prépare une pizza et qui m'accompagne jusque dans la peinture de la bibliothèque. Ceci est un livre cabane construit année après année avec des phrases, des débris, des clartés, des ombres vertes, des petits morceaux qu'on peut prendre dans la main et poser un à un sur la charpente. Les plus petits éclats des ruines qu'il reste après les naufrages et qu'on réassemble avec détermination. C'est une cabane où je peux être à l'affût, en tenue de camouflage ou simplement recouverte de liserons blancs et de ronces, pour observer le monde sans l'évaluer et attendre que s'ébattent devant moi des mots et des animaux pleins de vie. Sentir comme le vert dans la littérature n'est pas différent de celui qui est dans la nature, qu'il le prolonge simplement, qu'il l'amplifie. D'un côté, la littérature, une communauté minoritaire et parfois radicale d'individus alcooliques et névrosés, ensevelis sous les livres qui refusent les lignes droites, torpillent les clichés et tentent parfois tard dans la nuit, en pyjama, face à leurs carnets et plus souvent leurs ordinateurs portables, de déchiffrer l'indéchiffrable. Et de l'autre côté, l'écologie. Une communauté minoritaire et parfois radicale de végétariens à vélo directement concernés par l'apocalypse, conscients des 9 limites planétaires et pour qui la littérature doit ouvrir les imaginaires en inventant de nouveaux récits. Il y a forcément des ponts entre ces deux mondes, puisque je les emprunte quotidiennement, telle une grenouille franchissant un écoduc, ces passages permettant de traverser des obstacles comme les autoroutes. Puisque j'aime autant animer un atelier sur la permaculture dans une entreprise que lire un roman de Virginia Woolf dans ma cabane. Puisque les émotions et donc les arts sont incontournables pour métaboliser la situation écologique. Puisque la lecture permet autant de se cultiver qu'un grand jardin d'herbes et de légumes. Puisque la lecture comme le jardinage sont devenus des actes de résistance, non rentables dans un monde où toute activité est soumise à un arbitrage coût-bénéfice. Puisque l'écologie et la littérature sont des sciences de lien, des révélateurs de réciprocité et qu'elles m'ont tout simplement sauvé la vie. Puisque les bibliothèques et les jardins sont des espaces à notre mesure pour rencontrer le vivant et entrer nous aussi dans la danse. Sans encore en mesurer la portée mégalomaniaque, en commençant à écrire ce livre, j'entreprends de libérer le vert des slogans publicitaires. Je pars en croisade avec entrain et naïveté contre la publicité qui essaye de nous vendre l'écologie avec un petit sourire complice, comme si c'était nous qui avions commencé. Et en même temps, je tombe amoureuse. Non pas d'une couleur comme je le crois au début, mais d'un homme. Je tombe amoureuse de toi, un homme simple et bon, solaire. Pour la première fois de ma vie, je ne vais pas chercher un homme marié, plus âgé, occupé ailleurs ou juste caché derrière son répondeur. Je tombe amoureuse d'un homme qui a envie de se tenir devant moi et de nous aider à construire une cabane avec mon fils. J'apprends aussi qu'une Reverdy qualifie, en ancien français, précisément une œuvre qui chante à la fois le retour des beaux jours, le plaisir qui s'en dégage et la naissance du sentiment amoureux. C'est ce que je veux chanter aussi, hurler même et chuchoter. Depuis ma cabane jusqu'à ce que celle-ci ait une forme suffisamment solide pour accueillir celles et ceux qui souhaitent venir s'y ressourcer. Depuis que je n'ai plus à t'attendre, les samedis de beau temps comme les mardis de pluie, tout est pareil, écrit Tawara Machi dans l'anniversaire de la salade. Depuis que je n'ai plus à t'attendre, car tu es entré dans ma vie avec le bruit d'une bouteille qu'on débouche, j'ai surtout du temps pour lire. Et je viens de terminer un ouvrage sur le bien-être animal. Y sont détaillées les conditions de ce qui n'est plus un élevage, mais un système concentrationnaire, surveillé par des éleveurs dépressifs. On parle des mauvais traitements que nous faisons subir à des milliards d'animaux. Mais que savons-nous de la souffrance que nous infligeons au règne végétal ? Essayez donc d'entrer en communication, un mardi de pluie ou un samedi de beau temps, avec un sol érodé, minéralisé et acidifié par les épandages successifs de pesticides chimiques, et où tente de prendre racine une frêle monoculture de blé tendre.
Faute de prendre racine, la nuit, avant de te connaître, j'imaginais que je dormais dans le bac à légumes. Je croyais avoir trouvé ma place en bas du réfrigérateur entre les feuilles piquantes de roquette et les bulbes de fenouil. Il faisait de plus en plus chaud. J'avais un besoin accru de respirer l'air végétal, cet élixir invisible et parfumé qui abonde sous les arbres et dans les bacs à légumes de bonne qualité. Je venais de quitter le père de mon fils, un homme qui portait parfois un slip vert aux coutures plus foncées. Les jours de canicule, il pouvait passer la journée dans cette tenue sommaire, les cheveux rasés, répétant le monologue qu'il travaillait autour du thème des monstres pour le théâtre. Dans les derniers mois de notre relation, nous avions des rapports cordiaux. Nous allions encore face à face au bout de nos phrases. Nous faisions la cuisine à tour de rôle et respections le territoire de l'autre. Je ne savais rien de ce qu'allait être la dislocation qui s'annonçait. Je ne savais pas que j'en avais déjà fait un premier roman à mon insu. Et maintenant que je commence ce livre cabane, je me demande si, parvenu à un point de non-retour, je vais réussir à raconter ce désastre conjugal tel que je l'ai vécu et à rassembler un à un les débris avec soin. Cette nuit, je n'étais pas dans le bac à légumes, je me suis levée de notre lit où tu étais endormi, j'ai enfilé un pull et j'ai titubé jusqu'à mon bureau à quelques mètres pour écrire une phrase qui dans mon esprit suivait la nervure d'une feuille de chêne. C'est la forme de ma cabane qui détermine celle de mes rêves. Tu as écrit cela au milieu de la nuit ? Me demandes-tu ce matin en enjambant quelques jouets dans le salon, qui est aussi ton bureau, la bibliothèque et la salle à manger. J'essaye depuis plus de 20 ans de consigner non seulement mes rêves, mais aussi tout ce qui pourra me servir quand j'aurai un verger au bord de la Loire, avec des sources, des abeilles et un arbre centenaire. Voilà pourquoi j'ai fait des études d'agronomie. Je sais par exemple que la facélie, une herbe tendre et poilue à fleurs bleues, favorise la croissance des jeunes pommiers. Il faut toutefois éviter que les floraisons coïncident, car les abeilles privilégieraient la facélie, ce qui serait dommage pour la fructification des pommiers. Je suis curieuse de savoir comment on évite que des floraisons coïncident. Est-ce que les hommes, non contents de seulement déplacer le cours des fleuves et la trajectoire des grenouilles, décalent aussi la floraison des arbres fruitiers ? Je me demande s'ils déforment pareillement nos corps de femmes, à force de les pénétrer. Nous habitons un appartement à côté du périphérique avec un balcon couvert de pots où les pigeons viennent nicher. Lorsque je l'ai visité en catastrophe, juste après ce que mon fils nomme le séparement, donnant à penser qu'il s'agit de la dérive des continents, j'ai su tout de suite que je voulais atterrir là, au 5e étage. Quitte à n'avoir ni le jardin ni les abeilles, je voulais la lumière. Maman, il va falloir vite planter des pommes de terre, m'avait pourtant mis en garde mon fils, sinon notre ventre va gargouiller du matin au soir. Je ne lui avais pas encore expliqué pourquoi nous ne pouvions pas quitter Paris et la terre morte sous nos pieds. Alors j'écris cette reverdie pour celles et ceux dont le ventre gargouille, et qui n'ont pas de jardin où planter des pommes de terre, qui rêvent d'un saule pleureur penché au-dessus d'un ruisseau ou simplement d'une feuille de laitue qui croque sous la dent. Pour celles et ceux dont le seul jardin est la littérature, dont le champ n'est que lexical et qui ne connaissent des feuilles que la blancheur d'un format A4. Pour celles et ceux qui ont toujours tenu dans leurs mains des crayons et jamais des brouettes ou des râteaux. Pour celles et ceux qui aiment s'égarer dans un roman comme dans un labyrinthe de charmilles, découvrant immanquablement en elles, en eux, tant de petites lumières qui ne demandent qu'à scintiller. Et surtout pour celles et ceux tombés amoureuses et amoureux bien après que les autres autour d'elles et autour d'eux ont été mariés, installés, entourés d'enfants et de tabliers.